Tony Havard, je suis un conteur du Pas-de-Calais de Saint-Omer précisément, et je voulais vous parler du spectacle Tristan, Iseult et compagnie, qui est une relecture de la légende médiévale de Tristan et Iseult, qui s'adresse à un public assez familial à partir de 8 ans, parce que à partir de ce récit, connu de beaucoup de monde, j'y injecte des références au monde contemporain, à la BD, au film en Technicolor des années 50, à Indiana Jones. Il y a des combats, il y a du romantisme, il y a de l'épouvante. Ça finit mal, mais il n'y a pas trop de mélancolie. On s'amuse beaucoup durant ce spectacle. Générique. Bon, allez, on commence. Tiens, tu peux me l'attraper? Ouais, si tu me la rendras. Ok, ok. Jolie damoiseau, courageuse damoiselle, venez approcher, je vous raconterai l'histoire héroïque, épique, fantastique, romantique, dramatique, tragique, mais un peu comique, de Tristan et Iseult, qui se connurent, qui s'émurent, mais qui moururent. Cette histoire a commencé il y a longtemps de cela, au royaume de Bretagne. Il y avait en ce temps-là un seigneur qui s'appelait Rivalen. Rivalen, il avait des cheveux hirsutes, une barbe hirsute, des yeux hirsutes et des pensées. Ouais, exactement. Mais Rivalen était marié à la plus incroyable des épouses, l'époustouriflante Blanchefleur. Blanchefleur et Rivalen s'aimaient. Mais, ouais, il y a toujours un mais dans les histoires, vu que s'il n'y a pas de mais, il n'y a pas... Il y a quelque chose que Rivalen aimait encore plus que sa femme. La guerre. Oh, il aimait ça, Rivalen, la guerre. Alors dès qu'il pouvait, il partait sur les champs de bataille. Et pendant des semaines et des mois, il étripait, il démembrait, il décapitait. Et quand la guerre était terminée, il retournait dans son château, embrasser sa femme, et au bout d'un moment, il s'ennuyait. Alors il y retournait, il les tripaillait, il les nucléait, il foutait le feu. Et quand la guerre était terminée, il retournait dans son château, embrasser sa femme, et au bout d'un moment... Alors il y retournait. Ah ouais, mais alors sauf qu'un jour, il n'est pas revenu, dis donc. Bah non, il était mort. Aussitôt, un messager monte sur un cheval et s'en va annoncer la terrible nouvelle à Blanchefleur. Galopez, 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 galopez. Et pendant ce temps-là, Blanchefleur, elle était dans son lit, en train de donner naissance à un enfant. Ouais, la dernière fois qu'il était revenu, il s'était pas contenté de l'embrasser. Poussez, madame, poussez. Galopez, galopez, galopez. Poussez, madame, poussez. Galopez, galopez, galopez. Poussez, madame, poussez. Ouais, galopez, galopez, galopez. Ouais, poussez, madame, poussez. Galopez, galopez, madame. Un petit garçon, en parfaite santé. Mais à ce moment précis, le messager est entré dans la chambre et il a dit... Le roi Rivalen est mort. Et Blanchefleur, quand elle a entendu ça, elle est morte de chagrin. Ça commence bien, cette histoire. Oui, mais l'enfant, lui, il était en parfaite santé. Sauf que cet enfant-là, si tu le regardais bien au fond des yeux, il y avait quelque chose d'étrange. On aurait dit que cet enfant-là, il avait compris que pour lui, la vie, ce serait pas de la tarte. Il avait quelque chose de si mélancolique, de si triste dans le regard qu'on l'a appelé. Et Tristan grandit dans son château, sans père, sans mère, mais élevé par son gouverneur, sa gouvernante, son gouvernail. Et quand Tristan est assez grand, est en âge de devenir un chevalier, on décide de l'envoyer de l'autre côté de la mer,
Wow, 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 wow. Roger, Roger, en Angleterre. Wow, wow, wow. Chez son oncle, Marc de Cornouailles. Fou! Le roi Marc recueille Tristan. Il va l'élever comme s'il était son propre fils. Et il va tout lui apprendre du métier de chevalier. Il va lui apprendre l'art de jouter dans les tournois, l'art de la stratégie, l'art de combattre sur les champs de bataille, l'art du chant et de la poésie. He better down. He better to knock the ground. The falcon on Balma made away. Et Tristan devient un grand et beau chevalier. Oui, mais. Ouais, parce que s'il n'y a pas de. Il n'y a pas. En ce temps-là, chaque premier jour de l'année, un terrible fléau s'abattait sur le royaume de Cornouailles. Il y a longtemps de cela, le royaume avait perdu une guerre contre les Irlandais. Et chaque premier jour de l'année, les bateaux irlandais déferlaient vers les côtes de Cornouailles. Là, il fallait leur remettre 365 jeunes hommes et jeunes filles du royaume qui montaient dans les bateaux, direction l'Irlande. Pour devenir des esclaves, c'est ce qu'ils croyaient. En réalité, à peine débarqués sur le sol irlandais, ils étaient livrés en pâture au Morolt. Le Morolt, c'était le plus grand guerrier du royaume d'Irlande. Il était le frère de la reine d'Irlande. Il avait une tête énorme comme une pastèque, avec des cheveux dressés sur la tête comme des pics. Il avait des yeux à la fois cruels, globuleux et inexpressifs. Il avait une bouche gigantesque garnie de dents coupantes comme des dents de requin. Il avait un cou de taureau. Il avait les bras et les jambes comme des gigots. Il avait les mains comme des pizzas XXXXXL. Le Morolt, c'était un ogre. Et il y a une chose qu'il aimait par-dessus tout, c'était déguster la jeune chair des enfants de Cornouailles. Mais cette année-là, le roi Marc en a eu assez. Il fallait que cela cesse. Et pour que cela cesse, une seule solution, eh bien, il fallait vaincre le Morolt en combat singulier. Il s'est tourné vers ses chevaliers, il leur a dit « Qui Qui d'entre vous osera combattre le Morolt ?» Eh bien, je peux te dire que les chevaliers de Cornouailles, ils étaient tous fiers, puissants, courageux, mais le Morolt, c'était quand même un sacré morceau. Ils se sont tous mis à regarder leurs pieds comme ça. Et même Tristan, il a regardé ses pieds. Mais il y en a deux qui sont arrivés dans son dos comme ça, et qui l'ont poussé, il s'est retrouvé au pied du roi Marc. Tristan, mon neveu, je n'en attendais pas moins de toi, va, et que la force soit avec toi. Parole historique. Et le premier jour de l'année est arrivé, et les bateaux irlandais ont déferlé vers les côtes, et à la proue du plus grand des navires, il y avait le Morolt. Il a pris sa longue vue, il a regardé la plage. Personne pour l'accueillir. Il a poussé un cri si terrible que les mouettes dans le ciel, elles ont toutes fait un arrêt cardiaque à une pluie de mouettes sur la mer. Le Morolt a sauté du bateau. Et là, depuis le château de Cornouailles, il a vu arriver un petit chevalier en armure ridicule. Le Morolt a ri d'un rire si fort que les vagues dans son dos sont restées en suspension dans l'air avant de s'écraser avec fracas sur la plage. Tristan s'est approché du Morolt. Il l'a défié de son épée. Le Morolt a pris sa lance à la pointe empoisonnée. Quiconque était touché par la pointe de cette lance mourait dans d'atroces souffrances. Et le combat a commencé. Le Morolt a foncé vers Tristan. Tristan l'a évité une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le combat a commencé. Oh, c'est vrai, le Morolt était plus fort, plus puissant. Mais Tristan était plus agile, plus habile. Et le combat a duré toute la journée. Et le soleil allait se coucher. Et le Morolt en a eu assez. À nouveau, il a poussé un cri si terrible que les falaises de Cornouailles se sont fendues, qu'une pluie de pierres s'est abattue sur la plage.
Le Morholt a foncé vers Tristan. Tristan l'a évité d'extrême justesse, et il a enfoncé son épée dans le front de l'ennemi. Il a voulu retirer l'épée, mais elle était tellement enfoncée qu'un petit bout s'est cassé et est resté fiché dans le front du Morholt. Mais là-haut, dans le château de Cornouailles, le roi Marc, les autres chevaliers, ils avaient tout vu. Ils se sont précipités sur la plage. Ils l'ont porté en triomphe. Sauf que, au moment du dernier assaut, la lance du Morholt avait eu le temps de toucher, de frôler au presque rien la cuisse de Tristan, et le poison de la lance est rentré dans le sang de Tristan. Petit à petit, jour après jour, il a perdu l'appétit. Il a perdu le sommeil. Il a perdu la joie de vivre. On a tout essayé pour le guérir. Tous les sorciers du royaume, toutes les plantes, rien n'y faisait. Quand il a vu que sa dernière heure allait bientôt venir, il a dit qu'on mette mon corps sur une barque, qu'on laisse ma harpe à mon côté, qu'on pousse la barque à la mer, et advienne que pourra. C'est ce qu'on a fait. Son corps dans une barque, sa harpe à ses côtés, la barque à la mer. Et pendant des jours et des jours, la barque a chaviré, la barque a failli être emportée vers le fond. Le jour, il avait le corps brûlé par les rayons du soleil. La nuit, il était frigorifié, mais il voyait les étoiles. Et voilà qu'une nuit, alors qu'il sentait que ses dernières forces allaient l'abandonner, il a fermé les yeux. Et la barque s'est arrêtée de bouger. Est-ce qu'il était mort? Non, échoué sur une plage. Mais c'est qu'il ignorait, Tristan. C'est que cette plage était une plage du royaume d'Irlande, la patrie de l'ennemi, mais ça, il l'ignorait. Il a rassemblé ses toutes dernières forces, il a pris sa harpe, il s'est mis à chanter. And in this orchard there was a hall, and it was with purple and gold. And in that hall there was a bed, and it was with gauze so red. The falcon of Burma made away. Et la voix de Tristan quitte la barque. La voix de Tristan longe la plage, elle monte un petit sentier qui monte vers le château du roi et de la reine d'Irlande. La voix de Tristan longe les murailles, monte le long de la muraille. La voix de Tristan trouve une ouverture dans la muraille. La voix de Tristan pénètre dans les couloirs du château et la voix de Tristan pousse une porte. Et elle réveille une personne dans le château, une seule. La fille du roi et de la reine d'Irlande qu'on appelle Iseux. Tout le monde l'appelle Iseux la blonde parce que ses cheveux brillent comme un soleil. Iseux la blonde, elle s'est réveillée comme une somnambule, elle est allée à sa fenêtre et là sur la plage, éclairée par un rayon de lune, elle a vu une barque. Alors toute seule dans la nuit, elle est descendue sur la plage. Elle s'est penchée au-dessus de la barque et elle a vu un jeune homme beau comme elle n'en avait jamais vu, mais il respirait à peine. Vite, elle a appelé les gardes. Les gardes l'ont transporté jusque dans la chambre d'Iseux. Et Iseux, elle a un don. C'est une guérisseuse. Elle connaît le secret des plantes. C'est un don que lui a légué sa mère, la reine d'Irlande. Elle a trouvé les plantes qu'il fallait, fabriqué la potion qu'il fallait, dit la prière qu'il fallait, et quelques jours plus tard, Tristan a ouvert les yeux, et devant lui, un ange noir. Est-ce qu'il était mort? Non, elle s'est mise à lui parler, et quand il a compris qui était cette fille, qu'elle était la fille de l'ennemi, la nièce du Morholt, Tristan n'a pas dit qui il était. Il a attendu d'aller mieux, de se remettre sur ses deux jambes. Et voilà qu'un beau jour, il est remonté dans sa barque et il est parti loin à l'horizon. Et Iseux l'a vu s'éloigner, se demandant si elle le reverrait un jour. Autant vous dire que quand Tristan est retourné en Cornouailles, à nouveau, on l'a porté en triomphe. Non seulement il avait vaincu le Morholt, mais il avait vaincu la mort même.
À partir de ce jour, il est devenu le favori du roi Marc. Il l'emportait partout avec lui. Dans les tournois, à la chasse, à la salle du conseil, ils étaient inséparables. Tout allait bien. Ouais, mais, vu qu'il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas... C'était sans compter les chevaliers. Les chevaliers félons, qui étaient jaloux de Tristan. Et attends, ce gars-là, on le connaissait même pas avant, il est même pas d'ici. Il va prendre notre place, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Ça se passera pas comme ça. Et puis son armure, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Oh, ça se passera pas comme ça. Et en plus, attends, le roi Marc, il a pas eu d'enfant. S'il casse sa pipe, qui va le remplacer? Ce Tristan? Hors de question. Chaque jour, ils allaient voir le roi Marc et lui disaient: Roi Marc, vous êtes encore bel homme malgré votre grand âge. Tu as raison. Tu as raison, je suis encore belle malgré mon grand âge. Tout à fait juste, tout à fait juste. Remarque, vous pourriez vous remarier avec une femme plus jeune qui vous donnera un enfant, peut-être même un garçon. C'est pas bête, ça, dis donc. Je vais y penser, tiens. Tu parles, il y pensait, mais ça n'arrivait jamais. Et le temps a passé. Et voilà qu'un jour, alors que tous les chevaliers étaient rassemblés dans la salle du conseil, il y a deux oiseaux, deux colombes, qui se sont posés sur le rebord d'une fenêtre, et une des deux colombes tenait en son bec non pas un fromage, mais un cheveu d'or qui brillait comme un soleil. Et les deux colombes, elles ont commencé à se disputer. Il y en a une des deux qui a dit: tu me le donnes ce cheveu d'or, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu en premier sur la brosse à cheveux de la princesse aux cheveux d'or. Ouais, mais ce cheveu, qui c'est qui allait le faire sur la brosse? C'est moi, alors il est à moi, non 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 à moi. Se sont tellement disputés que le cheveu. Le roi Marc l'a ramassé. Il s'est fermé les yeux, il s'est imaginé, lui, le roi Marc de Cornouailles, avec à son bras une princesse aux cheveux d'or. C'est ça qu'il lui fallait, c'est ça qu'il lui fallait. Il s'est tourné vers ses chevaliers, il a dit: Qui me ramènera la propriétaire de ce cheveu, car elle sera la future reine du royaume? Tristan, cette fois, il n'y a pas eu besoin de le pousser. Il savait très bien où la trouver. Et comme il avait donné sa parole de chevalier au roi Marc, il s'est porté volontaire. Et le lendemain, Tristan et quelques hommes sont montés sur un bateau direction l'Irlande. Et cette fois, le voyage s'est très bien passé, sans encombre. Sauf que, arrivé aux abords des côtes d'Irlande, le temps avait passé. Et à présent, c'était le royaume d'Irlande qui était en proie au plus terrible fléau. Un dragon. Un dragon aux ailes immenses, un dragon cracheur de feu semait la terreur dans tout le royaume. Il détruisait les récoltes et les villages, la famine régnait. On avait envoyé contre ce dragon-là les meilleurs soldats, il les avait réduits en cendres. Quand le bateau de Tristan est arrivé là aux abords des côtes, ils l'ont vu, le dragon. Il était posé sur une des tours du château. Et le dragon aussi les a vus. Il a déployé ses ailes. Il a foncé vers le navire, a ouvert grand sa gueule, a craché une flamme gigantesque. Les voiles du navire ont pris feu. Vite, Tristan et ses hommes ont sauté à la mer, se sont mis à nager pour rejoindre la côte. Mais le dragon a fendu les flots. Il a pris deux hommes de Tristan entre ses griffes, les a emmenés dans les airs, les a grillés comme des merguez avant de le dévorer. Et puis deux autres, et encore deux autres. Et Tristan, lui seul, a réussi à rejoindre la plage, mais au lieu de faire comme aurait fait n'importe qui, d'aller s'abriter vers le château, il s'est tourné vers la mer. Et il a défié le dragon de son épée ébréchée. Le dragon fonce vers Tristan, il l'enserre entre ses griffes, l'emmène dans les airs. Les griffes du dragon pénètrent les chairs de Tristan qui hurle. Le dragon ouvre grand sa gueule pour cracher sa flamme, mais Tristan fait tournoyer son épée, il lui tranche la tête. Là-haut, du château, ils ont tout vu. Ils sont accourus sur la plage et ils ont trouvé ce jeune homme si courageux. Son épée encore à la main, prisonnier des griffes du dragon. Presque plus de souffle de vie en lui. Vite, ils l'ont libéré et ils l'ont amené dans la chambre d'Iseux.
Ise la blonde, Ise la guérisseuse. Et quand elle l'a vu, il était revenu. Mais dans quel état? Vite, il fallait qu'elle le sauve. Soudain, elle a vu son épée. Son épée n'était pas comme les autres, on aurait dit qu'il en manquait un morceau. Elle a fouillé dans les tiroirs, elle a trouvé le morceau d'épée qu'on avait retiré du front de son oncle, le Morholt. Il correspondait parfaitement. Ise a eu un accès de rage, elle a saisi un poignard, s'est penchée au-dessus de Tristan. Mais on ne tue pas un homme qui va déjà mourir. Et puis, il avait sauvé le pays du dragon. Et puis, il est beau. Alors elle a trouvé les plantes qu'il fallait, fabriqué l'onguent qu'il fallait, dit la prière qu'il fallait. Et quelques jours plus tard, Tristan a ouvert les yeux. Ouah, son ange était revenu. Mais cette fois, il n'est pas parti, Tristan. Il a attendu d'aller mieux. Et quand il a été mieux, il a demandé à voir le roi et la reine d'Irlande. Et alors que je vous prévienne tout de suite, le roi d'Irlande, c'est un roi comme on en trouve beaucoup dans les contes et les légendes d'autrefois. Il n'est pas très MeToo compatible. Pour lui, le mot consentement, ça fait trop de syllabes, c'est trop compliqué. Il n'avait qu'un mot à la bouche, tu as sauvé le royaume, tu peux épouser ma fille. Bon, pour une fois, remarque, ça tombait pas mal. Ils sentaient tous les deux que ça accrochait bien. Ouais, mais Tristan a dit qu'il ne venait pas pour lui. Il avait donné sa parole au roi Marc. Il venait pour son roi, le roi Marc de Cornouailles, et il espérait que cette union scellerait la paix définitive entre les deux royaumes. Ise a pâli, mais le roi, son père, a accepté. Et l'affaire était faite. Le lendemain, on a préparé un grand navire pour que Tristan puisse ramener Ise et toute sa suite en Cornouailles pour le mariage. Mais avant de partir, la reine d'Irlande, qui était inquiète pour sa fille, qui savait qu'elle préférerait mourir plutôt que de se marier avec ce vieux roi-là, elle est allée voir Branguien. Branguien, vous ne la connaissez pas encore, c'est la servante d'Ise. La reine d'Irlande est allée voir Branguien et lui a dit « Branguien, prends ce flacon. Il contient un élixir d'amour. Le soir du mariage, tu donneras ce filtre à boire au roi Marc et à ma fille Ise. Et tu verras, ils s'aimeront d'un amour infini et magique pendant 7 ans. » Branguien a promis. Elle a pris le filtre, elle l'a mis dans ses bagages, tout ce petit monde a embarqué, direction la Cornouaille. Mais autant le voyage de l'aller s'était bien passé, autant le voyage du retour a été le plus terrible qui soit, comme si les dieux voulaient punir cette union maudite. Chaque jour, chaque nuit, des tempêtes terribles se déclenchaient sur l'océan, des orages monstrueux, et chaque nuit, Ise, dans son lit, dans sa couche, faisait le même cauchemar. Elle voyait un dragon aux ailes immenses, mais ce dragon n'avait plus de tête. À la place de sa tête, il y avait la tête d'un vieux roi de Cornouailles, mangé par les vers et la vermine. Il ouvrait grand sa bouche édentée, son haleine était putride. Il l'engloutissait en entier, et cette nuit-là, Ise a hurlé. Et malgré l'orage qui tonnait, Tristan, dans la cabine d'à côté, l'a entendu. Il s'est précipité et il l'a vue assise là sur son lit pâle, tremblante, le visage couvert de sueur. Il s'est dit qu'elle avait soif. On n'y voyait pas grand-chose, à vrai dire. Il a commencé à fouiller dans les bagages, et puis là, il a trouvé un flacon. Il lui a tendu le flacon. Elle a bu, et tout de suite, ça l'a calmé. Et même l'orage s'est arrêté. Et puis, elle a tourné la tête vers lui, elle l'a regardé d'une drôle de façon. Elle lui a tendu le flacon. Quand une fille te regarde comme ça donne soif. Lui, il a bu, et alors là, il y a leurs yeux qui ont explosé de 1000 étoiles, il y a leurs joues qui sont passées du rose au rouge vif, il y a leur cœur qui s'est mis à battre la chamade au même rythme. Ils se sont jetés l'un sur l'autre, ils ont roulé sur le lit, et là, toute la nuit, ils se sont aimés, toute la journée qui a suivi, ils se sont aimés, toute la traversée, ils se sont aimés. Mais les plus beaux voyages ont une fin. Et bien d'ailleurs, c'est le bon moment pour m'arrêter. Eh oui. Je suis désolé. Merci à vous de m'avoir écouté.